préfère élargir à santé mentale, a toujours été vécu comme une normalité, un fatalisme, une obligation, une nécessité. Et puis finalement, la loi s'est imposée à nous et on a décrété que dans les établissements hospitaliers en santé mentale et en psychiatrie, le tabagisme devait être interdit. Et donc, là où j'étais interne et où je changeais de tenue 2 fois par jour, tellement le tabagisme passif était influent, je me suis mis, comme tout le monde, à repasser 2 fois moins et à pouvoir mettre mes habits de jour de manière très, 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 très agréable. Mais à cette époque-là, bon nombre de professionnels de santé, bon nombre de psychiatres, bon nombre de soignants spécialisés dans la santé mentale disaient que ça allait être une catastrophe. Que les patients, s'ils arrêtaient de fumer, allaient décompenser, n'allaient pas être bien, qu'on allait avoir des troubles du comportement, des agitations massives, et que globalement, les choses ne se passeraient pas bien du tout. Et on avait quelques expériences européennes qui avaient démontré assez simplement que ça mettait le feu à rien du tout, que globalement, la population souffrant de troubles psychiques était tout à fait, un, susceptible de pouvoir désirer stopper, deux, susceptible de pouvoir très bien stopper, et que trois, l'arrêt du tabac, la réduction de la consommation du tabac, n'allait probablement avoir aucune conséquence majeure sur les troubles psychiatriques, aux conditions d'être accompagnés. Et là où on nous prévoyait, par exemple, chez des patients gravement atteints de maladies chroniques comme des troubles bipolaires de l'humeur ou de la schizophrénie, des recrudescences d'éléments délirants, de violence et d'agressivité, ça n'a jamais et ça n'a pas du tout été le cas. Donc effectivement, ça a été une décision importante qui a obligé la santé mentale à s'interroger et à être interpellée sur le repérage et la prise en soin du sevrage tabagique en santé mentale. Ça s'est poursuivi aussi avec toutes les lois qui ont accompagné les chambres de soins intensifs, ce qu'on appelait anciennement les chambres d'isolement, où effectivement un patient pouvait être contre son gré hospitalisé, enfermé, voire éventuellement attaché selon des règles établies, mais sur lequel effectivement la privation de tabac et l'apparition d'un certain nombre de manques à la nicotine pouvaient le mettre en difficulté grave et en inconfort grave et obligeait à une évaluation et à une prise en soin adaptée pour éviter effectivement un surincident. Donc assez globalement, cette loi en 2007 a permis de commencer à construire une expérience clinique et une littérature. Alors, pour pouvoir continuer, on va peut-être simplifier les choses. Tabagisme et psychiatrie, je préfère tabagisme et santé mentale. Et je pense que chacun d'entre nous est susceptible à n'importe quel moment de sa vie de souffrir d'un trouble psychique plus ou moins important, d'un épuisement personnel, d'un surmenage, d'un épuisement professionnel. Donc, j'aurais plutôt tendance effectivement à dire que la question qu'on va se discuter aujourd'hui, c'est la question du tabagisme, de l'usage du tabac, voire de l'usage des produits du tabac. Et la souffrance psychique. Ça permet d'élargir le débat, notamment par rapport aux gens dont vous vous occupez. Je veux dire, en XAPA, par exemple, on peut estimer que 50% des patients ou des gens qu'on accompagne qui ont des conduites addictives pathologiques ou nocives ont probablement une prévalence d'un trouble psychique conjoint, que ce soit anxieux, dépressif ou autre. On imagine aussi que dans les situations de précarité, d'isolement social, la fréquence des troubles psychiques et la fréquence des conduites addictives, dont le tabagisme, sont assez conséquents. Donc, je pense qu'il est aussi important, deuxième message, de savoir que ça touche forcément les gens qu'on accompagne et que la question de l'usage du tabac, de l'usage des produits du tabac, voire à pousser un peu l'usage du cannabis, puisque globalement, le cannabis, quand il est fumé, il s'accompagne aussi de tabac et donc de dépendance à la nicotine, doivent être des questions qui doivent être évoquées. Chose importante, c'est qu'effectivement, quand on évoque des questions, c'est de pouvoir avoir, on va dire, une quinzaine d'informations dont on est à peu près sûr, qui permettent de pouvoir évoluer en plus grande sécurité
en fonction de la réponse qui va vous être apportée. Est-ce que déjà cette mise en forme vous convient? Oui. Oui. Magnifique. Est-ce que quelqu'un nous a rejoint? Je ne crois pas. Hein. Si, 2 personnes du centre de post-cure psychiatrique L'Amitié. Très bien. 2 infirmières. Est-ce que ces 2 personnes auraient la gentillesse de se présenter? Il y a 2 personnes qui nous ont rejoints du centre post-cure psychiatrique L'Amitié. Est-ce que vous auriez la gentillesse de brièvement vous présenter, que ce soit par chat ou que ce soit en micro? Bon, c'est une présentation anonyme. Bon, écoutez, je continue. Ce n'est pas un souci. Alors, chose importante, je vais essayer de vous dire que des choses importantes, et puis on se prendra très clairement une demi-heure, 45 minutes à la fin pour pouvoir échanger. Elles ont un problème de micro. Écoutez, si vous m'entendez, c'est l'essentiel. Ce qui est important aussi, c'est qu'on sait aujourd'hui que quelqu'un qui souffre de troubles psychiques, d'autant plus que ces troubles sont chroniques, a une espérance de vie qui est inférieure et qui est beaucoup moins importante que la population générale. On peut estimer une baisse d'espérance de vie entre 10 et 20 ans. Ceci s'explique par plusieurs choses. D'abord, effectivement, par une hygiène de vie, une hygiène alimentaire, des conduites, des comportements addictifs, les effets secondaires d'un certain nombre de traitements. Et cette espérance de vie, elle n'est pas du tout impactée par le risque suicidaire. C'est hors suicide. Et là, on retrouve le fait que le serial killer numéro 1 est sans doute le tabac. Alors, comme vous me l'avez dit tout à l'heure, ou comme quelqu'un me l'a dit tout à l'heure, il y a des liens forts. Et si on doit être assez schématique, on peut estimer qu'on va dire qu'une consommation quotidienne aujourd'hui en population générale touche entre 1 personne sur 3 et 1 personne sur 4. Voilà. Et que globalement, dans la population souffrant de troubles psychiques, cette prévalence passe d'1 personne sur 2 à 2 personnes sur 3. Et ce d'autant plus qu'on est atteint d'une pathologie chronique. Donc aujourd'hui, on a pratiquement une prévalence de l'usage de tabac quotidien 2 fois plus importante qu'en population générale. Ça s'explique de plusieurs manières. D'abord, pour ceux qui ont connu la psychiatrie ou la santé mentale avant 2007 et cette loi-là, il y a quelque chose d'une habituation, voilà, quand vous avez consommé du tabac pendant 20, 25 ans et qu'aujourd'hui vous en avez 50 ou 60, c'est effectivement plus compliqué. Il y a quelque chose qui s'est mis en place, il y a quelque chose qui est là. Dans les établissements, dans les structures de soins, le tabagisme était acté, était admis comme quelque chose qui pouvait, du registre, on pouvait au moins leur autoriser ça. Néanmoins, les choses sont plus complexes. Et puis, on s'est rendu compte avec cette loi de 2007 que travailler le tabagisme avec les équipes soignantes, travailler le tabagisme des équipes soignantes et travailler le tabagisme des patients en questionnant où est-ce qu'ils fument, comment ils fument, quand est-ce qu'ils fument, est-ce qu'on a une salle une salle fumeur commun ou pas, ou commune ou pas, eh ben, ça permet de mettre en dynamique un certain nombre de choses et de rompre avec beaucoup de représentations. J'ai été chef de service de psychiatrie, j'ai été universitaire de psychiatrie, j'ai été responsable d'équipe en santé mentale de psychiatrie, j'ai travaillé dans le service public en psychiatrie, et je sais que les équipes psychiatriques ont une fâcheuse tendance à mettre beaucoup d'énergie, à trouver des alibis, à faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire ou qu'ils craignent de faire. Le tabagisme en fait partie. Ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'on peut dire qu'effectivement la prévalence est 2 fois plus importante chez les patients ou les personnes souffrant de troubles psychiques. Et à nouveau, je parle de troubles psychiques au sens large, quand on estime par exemple que la population générale a 20% de chances de faire, enfin 12 à 15% de faire une chance de dépression au cours de son existence. Il se trouve que si on est dépendant du tabac, dépendant de la nicotine, cette prévalence augmente. C'est-à-dire que la dépendance à la nicotine serait un facteur à risque d'être susceptible de déclencher une pathologie psychique. Ça, c'est clairement établi. Vous verrez que les messages peuvent être surprenants. Parce que du même registre,
on peut dire qu'une consommation de tabac est un facteur à risque suicidaire indépendant. Il est démontré, par exemple, qu'une femme qui fume, je ne vais pas dire de bêtises, mais je dirais un paquet par jour, a entre 2 ou 3 fois plus de chances de se suicider qu'une femme qui ne fume pas. Donc, c'est intéressant de se rendre compte que cette dépendance à la nicotine, que cette addiction pathologique, parce que pour moi, toutes les addictions ne sont pas pathologiques, je dirais même que quelquefois, elles peuvent être très bonnes pour la santé, sont des facteurs à risque de risque de troubles psychiques et de risque suicidaire. Ce qui peut être compliqué en population psychique, en population souffrant de troubles psychiques, c'est qu'il semblerait que la dépendance à la nicotine soit plus forte, que la consommation soit plus importante et que la capacité à l'inspiration, à ce qu'on va fumer, va être plus importante. À nouveau, chacun d'entre nous, quand il a des éléments de difficulté, va essayer de gérer les choses seul comme un grand. On va les gérer avec son alimentation, on va les gérer avec son sommeil, on va les gérer avec sa sexualité, on va les gérer avec ses habitudes, ses achats, son tabac, son usage d'alcool. Voilà. Et donc, globalement, quand on rentre en déséquilibre, un certain nombre de choses dont on peut avoir l'habitude et sur lesquelles on s'est appuyé, bonnes ou mauvaises, risquent de s'accentuer. Je vais moins bien. Là où je consommais qu'un verre d'alcool par semaine, je vais en consommer un tous les soirs. Je vais moins bien. Là où j'arrivais à mal dormir, où je ne consommais pas ma consommation, où je n'avais pas de consommation de cannabis, je consomme un joint tous les soirs. Et là où je fumais 8 à cigarettes, je me mets à en fumer 15. Il y a quelque chose qui fait de ça. Et c'est pour ça que c'est très intéressant chez n'importe qui d'avoir une évaluation des conduites addictives et notamment du tabac. Puisque vous pouvez avoir en face de vous, et je parle plus spécifiquement à ceux qui travaillent en psychiatrie, une évaluation assez précise d'une consommation d'alcool, de consommation de tabac et de consommation de cannabis vous permettra de voir un patient qui vous paraît bien et de voir le même patient 15 jours après qui vous paraît toujours bien. Mais si ces consommations de substances se sont accentuées, c'est que c'est quelqu'un qui rentre en déséquilibre et que c'est quelqu'un sur lequel il va falloir avoir un œil. Parce que si sa consommation de tabac se poursuit, et vous verrez qu'il y a des raisons non négligeables, si sa consommation d'alcool augmente, si sa consommation de cannabis augmente, il est probable que son trouble psychique se décompense. Donc, il faut avoir ces choses à l'œil et donc retenir les troubles psychiques, la santé mentale nous concerne tous. Le tabagisme joue un rôle fort dans la baisse de l'espérance de vie de ceux qui souffrent de troubles psychiques. L'usage de tabac quotidien est plus important chez les populations qui souffrent de troubles psychiques. La dépendance à la nicotine est plus importante. La quantité de tabac fumé est sans doute plus importante. L'intensité de l'inspiration est sans doute plus importante. Mais il est clairement démontré que les patients ont la même envie de stopper si on les interpelle et qu'on leur propose, ont les mêmes capacités de stopper si on les accompagne. S'il y a une difficulté potentielle, c'est sans doute à un moment donné dans la reconsommation. C'est-à-dire qu'assez implicitement, il va y avoir quelque chose de facile, sans raison particulière, qui va faire qu'on recommence. Et c'est plutôt dans le maintien de l'abstinence où les choses sont compliquées. Mais globalement, on peut estimer que les chances sont les mêmes. Et quel que soit notre milieu d'intervention, infirmier, éducateur, directeur, accompagnant, la question du tabac, la surveillance de l'usage du tabac, le maintien d'une réduction, le maintien d'une abstinence, voire la non-consommation, sont des choses absolument à soutenir et le plus régulièrement possible, ce d'autant plus qu'on a un patient souffrant de troubles psychiatriques. Et cet élément motivationnel et ce rappel est quelque chose d'assez important. Est-ce que vous avez déjà des questions sur cette première partie un petit peu épidémiologique? Que ce soit par chat ou que ce soit par oralement. Est-ce qu'il y a des surprises? Est-ce qu'il y a des choses qui vous étonnent? Ou est-ce qu'on continue? Pas de questions. Alors, on va passer sur une étape supplémentaire qui sont les éléments cliniques. Quelqu'un a évoqué tout à l'heure, est-ce que le tabac provoque des troubles psychiatriques ou aggrave des troubles psychiatriques? Est-ce que quelqu'un a une idée de ça? Est-ce que pour vous, le tabac est plutôt un calmant ou est plutôt un excitant?
Qui s'y essaye? Vous pouvez le faire par chat si vous voulez. Ça dépend de la dose. Pour certains, pour PG, ça dépend de la dose. Pour T, c'est un calmant. D'accord, donc j'entends, ça dépend de la dose. Alors, le facteur à risque le plus important du tabac en termes de santé n'est pas la quantité, c'est la durée. Plus on fume depuis longtemps, plus c'est grave. C'est beaucoup plus grave d'un rapport de 1 sur 10 que le beaucoup. Fumer 1 à 2 cigarettes pendant 25 ans, c'est beaucoup plus grave que fumer un paquet pendant 1 an. Donc, il faut déjà avoir cette notion. Et c'est ça aussi qui est important, notamment sur la population souffrant de troubles psychiques, c'est que souvent, c'est une consommation qui est longue et qui est là depuis longtemps. Donc ça, c'est pour évoquer la question de la quantité et de la posologie. Et effectivement, c'est la plus grande idée reçue qu'on peut avoir sur le tabac, c'est que le tabac calme. Eh bien, c'est faux. La réduction de la consommation de tabac, l'abstinence de la consommation de tabac calme, malgré effectivement l'idée qu'on peut en avoir. Alors, c'est un faux calmant. Comment je pourrais vous résumer ça? On a une impression de calme, on a une impression d'apaisement, mais pour ceux qui fument ou pour ceux qui ont fumé, vous savez que très souvent, on peut se mettre à fumer avant quelque chose qui inquiète ou très souvent après quelque chose qui a été émotivement important, après une journée de travail, avant un entretien. Voilà. Pourquoi? Parce que le phénomène d'angoisse qui est là doit être contrôlé et que vous aurez des signes physiques d'autant plus importants de l'angoisse que le différentiel entre votre niveau de base et le niveau atteint sera atteint vite et haut. C'est comme si vous remplissiez un bain de manière très rapide. Donc, plus le niveau est bas, plus vous montez rapidement, plus vous serez angoissé. Et c'est pareil aussi dans les phénomènes de descente. Plus la descente est importante, plus émotionnellement on est embarqué. Et le tabac va avoir cette compétence, c'est de prémonter l'eau du bain. C'est-à-dire que avant quelque chose d'anxiogène, on fume, et donc le différentiel va être moins important, et donc on va avoir la sensation d'être apaisé et calmé, alors que pas du tout. Voire pire, c'est comme s'il y avait quelque chose qui continuait à gratter votre plaie anxieuse. Donc en fait, le tabac a une réponse, est une réponse à un phénomène anxieux et a plutôt une tendance à l'aggraver par une fausse action d'avoir un sentiment d'être apaisé. Donc, ce qui est important aussi, par exemple, et c'est ce qu'on essaye de faire entendre et comprendre aux soignants en santé mentale, c'est que le tabac, ou la question du tabac, elle va agir bien sûr sur la santé physique, puisque c'est un serial killer, et qu'il y a de bonnes chances que le patient qui fume meure de ce qu'il va fumer. Voilà, et donc c'est un petit peu embêtant de travailler sur l'équilibre thymique, la réinsertion sociale et professionnelle, la cognition, pour que quelqu'un meure 20 ans avant tout le monde. Ça va influencer son état anxieux. Et donc, effectivement, quand on traite des troubles anxieux, quand on traite des phénomènes anxieux, des attaques de panique, des TOC, un certain nombre de choses, eh ben, travailler sur le tabac et la réduction du tabac et le contrôle du tabac est une chose, ou de la dépendance à la nicotine est une chose importante. Mais j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais ce n'est pas grave. Et vous verrez qu'il y a une troisième chose qui est importante, chose que je vous évoque pour finir mon propos, c'est que le tabac est un inducteur enzymatique. Un inducteur enzymatique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez un médicament, le tabac va détruire ce médicament et limiter sa concentration sanguine dans le sang. Ce qui veut dire, pour certains médicaments, qu'il va falloir 30 à 40% de posologie supplémentaire pour qu'ils soient efficaces. Par exemple, en psychiatrie, certains antidépresseurs, certains anxiolytiques, certaines benzodiazépines, pour de multiples raisons, hein, ça peut être les hydrocarbures, ça peut être le CO, ça peut être un certain nombre de choses, ça peut être l'induction de certains cytochromes de votre foie, des molécules qui détruisent les médicaments, vont faire que les patients qui souffrent de troubles psychiques vont devoir avoir
pour certains d'entre eux, 20 à 30% de posologie de médicaments supplémentaires, avec tous les risques qu'ils représentent. Donc, la question du tabac en santé mentale, elle se pose au moins pour ces trois choses. Je le répète, la santé physique, la morbidité, la mortalité, grand 1. 2, son impact sur les niveaux anxieux et le fait que réduire la consommation de tabac et de stopper le tabac apaise et non l'inverse. Et puis surtout, ça va permettre à des patients qui sont sous traitement d'avoir 20 à 30% de posologie médicamenteuse différentes. Et donc, c'est une économie de coûts de santé, puisqu'on paiera 20 à 30% de médicaments en moins, de coûts de risque d'effets secondaires, puisque globalement, on aura 20 à 30% de médicaments en moins, et un rapport coût-efficacité moindre. Par exemple, quand un patient me demande « Docteur, j'aimerais baisser mes médicaments », ma première question derrière, et peut-être que votre première question devrait être « Qu'est-ce que vous fumez ?» Et si ces médicaments sont influencés par la consommation de tabac, de dire « Moi, je n'ai pas de souci. Vous fumez un paquet, vous passez à 8 ou 10 cigarettes par jour, et moi, je vous diminue votre antidépresseur, votre antipsychotique, votre benzodiazépine par 2. Parce que la concentration sanguine sera la même. » Donc, c'est là on voit que les impacts sont assez importants. Et je reviens sur le risque suicidaire, puisque globalement, le système de l'addiction est un système qui utilise des rouages à peu près identiques qu'un processus décisionnel. C'est-à-dire que vous imaginez deux cerveaux, un cerveau des émotions, du plaisir, de la récompense, qui vous dit « ça j'aime, ça je veux, et ça je veux maintenant ». Et puis ça passe à un niveau plus haut qui vous dit « c'est pas le moment, tu devrais pas, c'est pas bon pour ta santé ». Et puis il y a un frein. Quelque chose qui va être capable de dire « je ne fais pas ». Dans cette boucle-là, cette boucle addictive, quelquefois, le cerveau addictif, quand il est pathologique, il va prendre la main. Et c'est pour ça que quelquefois, une clope, c'est plus important qu'une relation de couple, une clope, c'est plus important que la santé, 2 verres de vin, c'est plus important qu'un métier, 2 verres de vin, c'est plus important qu'un accident de voiture. C'est pour ça qu'à un moment donné, ces balances ne sont plus équilibrées. Mais il se trouve que ces balances sont les mêmes que ce qu'on a à faire quand on doit diriger, choisir son existence et sa vie. C'est-à-dire que si à un moment donné, c'est un produit qui dirige, et c'est un comportement qui dirige, et ce n'est plus un cerveau qui dirige, et qui choisit, la situation est compliquée. Donc, travailler sur les usages de substances, quels qu'ils soient, dont le tabac, c'est remettre à un moment donné ce cerveau émotionnel, ce cerveau addictif, dans une intelligence, et dans une intelligence de contrôle qui va être capable de dire non et oui. Et c'est un premier exercice important. Et c'est pour ça que dans le domaine addictif, on est passé, enfin pour les plus anciens, je ne sais pas quel âge vous avez, je n'ai pas eu l'indélicatesse de vous le demander, mais moi j'ai encore connu des modes de fonctionnement qui étaient si tu ne vas pas bien, c'est parce que tu prends quelque chose, et si tu arrêtes ce que tu prends, tout va aller mieux. Et on était dans une dimension de je prends, j'arrête, je prends, j'arrête, je prends, j'arrête. Et finalement, on est rentré dans une dimension aujourd'hui de réduction des risques et de reprise de contrôle. C'est-à-dire que commence déjà à diminuer ta consommation de tabac, commence déjà à diminuer ta consommation de cannabis, commence déjà à diminuer ta consommation d'alcool, parce que tu vas refaire passer quelque chose dans une boucle cérébrale qui va faire que ton cerveau du choix, de la décision, va reprendre la main sur le cerveau des émotions. Donc non seulement on va réduire tes consommations, on va réduire ton coût santé, c'est peut-être le moins vrai pour le tabac, parce que toutes les autres substances peuvent assez globalement être contrôlées quasiment sans danger. Je parle pour notamment l'alcool, et on sait qu'une réduction de consommation d'alcool importante, ça baisse la mortalité et la morbidité de manière importante. Le tabac, pour que c'est un fort impact santé, il faut quand même arriver à une démarche d'abstinence. Mais la démarche de réduction des risques et des dommages et de réduction de la consommation, gardez-la comme une première étape qui est très intéressante et très utile. Ça permet à quelqu'un de pouvoir discuter de sa consommation de tabac, de pouvoir la réduire, d'y pouvoir y trouver un gain, une satisfaction, un gain financier, et de se rendre compte surtout que les choses peuvent changer. Et c'est ça aussi qui est très important. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Il y avait quand même une personne qui avait dit que cela dépend de la situation de la personne et de son état. Donc ça rejoint ce que vous dites. D'accord. D'autres remarques?
D'autres prises de parole, d'autres questions main levée? Comme souvent par ailleurs, je reviens sur cette période de 2007 où la loi nous a imposé d'arrêter le tabac ou l'usage du tabac ou de cesser la tolérance de l'usage de tabac dans les services de santé mentale. Les patients sont arrivés un jour, je me souviens très bien, avec un truc autour du cou qui faisait de la vapeur, en nous disant écoutez, si vous voyez ce truc-là, je l'ai acheté dans un bureau de tabac, je l'ai commandé sur Internet et ça marche vachement bien parce que depuis, j'ai arrêté de fumer. Et c'est les patients qui ont mis la vapote sur le dos des médecins et qui ont obligé les médecins et les sociétés savantes à préciser ce que c'était que ces vapoteuses et que les produits dérivés du tabac ou tout ce qui peut arriver aujourd'hui, quelles étaient leurs dangerosités et leurs intérêts. Donc effectivement, on y reviendra dans la question de la prise en soin et de ce que l'on peut vous conseiller, mais réduire la consommation de tabac et stopper ce qui est brûlé sont deux étapes assez importantes pour la santé. Donc, passer d'une consommation de tabac à une consommation moindre, quitte à y associer, voire à le remplacer par de la vapote, c'est une bonne première étape. Ici, l'essentiel, ce qui va être important pour les gens que vous allez accompagner, et si vous souhaitez stopper ou diminuer, c'est de montrer que les choses sont possibles et que vous avez la compétence de tenir ça de manière assez étonnante. Voilà. Alors, pourquoi dans tout ce que je viens de dire, qu'est-ce qui ferait que la population souffrant de troubles psychiques est plus accrochée et plus inclinée à aller vers une consommation de tabac? D'abord, comme toutes les addictions, les populations souffrant de troubles psychiques ont plus de conduites addictives. Parce qu'il y a une souffrance psychique, parce que les conduites addictives vont apporter une satisfaction, un leurre de plaisir, vont aller augmenter une dopamine, qui est un neurotransmetteur cérébral, de telle manière à ce que ça apaise et que ça puisse faire semblant de calmer. Donc oui, effectivement, il y a aussi cette sensation d'être apaisé par les situations angoissantes. Mais c'est aussi un stimulant cognitif. Ce qu'on peut dire, par exemple, entre le tabac et les amphètes, c'est que sur le registre cognitif, le tabac et la nicotine augmentent les compétences sans augmenter le nombre d'erreurs, ce que ne font pas les amphètes. Les amphétamines augmentent vos compétences, mais en augmentant le risque d'erreur. C'est pour ça qu'il vaut mieux que les étudiants prennent du tabac sur une courte durée, ou de la nicotine, plus exactement, que les amphètes. Il est aussi démontré que dans certaines pathologies mentales, notamment la schizophrénie, il y a un dysfonctionnement des récepteurs nicotiniques. Et quand on met des éléments de contrôle sur ces récepteurs nicotiniques, les troubles cognitifs liés à la pathologie s'améliorent. Et c'est là où on voit que les choses, d'un point de vue neurotransmetteur et neurobiologique, ont quelque chose d'assez lié au-delà du rapport et du lien entre troubles de la santé mentale et les addictions. Ensuite, il y a bien sûr ce côté occupationnel. Le seul trouble anxieux où on ne peut avoir le sentiment qu'il y a un lien entre le trouble anxieux et la consommation, c'est l'anxiété sociale. Il est démontré que dans les phobies sociales, dans les troubles anxieux sociaux, qui, je vous rappelle, sont une sensation exagérée de crainte du regard et du jugement de l'autre, au point que ça vienne handicaper votre quotidien ou que l'avis de l'autre vienne handicaper votre quotidien. Dans la peur de vous montrer, dans la peur de sortir, dans la peur de parler, dans la peur d'une prise de parole ou de sortir. Et là, très clairement, je pense que le tabac ou l'usage de tabac, par le fait d'être occupé, de pouvoir être présent sans rien dire, en étant au milieu des autres, d'être planqué derrière un voile de fumée ou une vapote, d'avoir un petit stimulant cognitif, fait qu'il y a quelque chose sur lequel les gens vont se retrouver plus à l'aise avec une consommation de tabac, même si très clairement, les représentations ont changé à cet effet. Et puis, comme on l'a dit, fumer sur ces médicaments, ça limite les effets secondaires puisque ça en baisse les concentrations. Et on peut imaginer aussi que dans ce côté occupationnel, anxiolytique,
stimulants cognitifs, hausse de la dopamine et de certains neurotransmetteurs cérébraux, plus une atténuation des effets secondaires d'un certain nombre de médicaments, parce que leur concentration est moindre, eh ben, l'usage de tabac et la consommation de tabac s'intègrent plus facilement à un mode de fonctionnement chez quelqu'un qui souffre de troubles psychiques. Des remarques là-dessus? Vous levez la main, hein, vous m'interrompez. Je suis déjà difficile à interrompre en vrai. Alors en webinaire, je ne vous en parle pas. C'est bon, on continue? Vous me dites. Très bien. On a parlé un petit peu des troubles anxieux. Je pense qu'il faut évoquer la dépression. Dépression, prévalence entre 10 et 15% de la population. Voilà, on estime que c'est aujourd'hui un des troubles les plus fréquents et potentiellement une maladie chronique importante. C'est une maladie à fort potentiel de rechute et de récidive, puisque globalement, il y a 70% de risque de rechute dans les 5 ans qui viennent sur un premier épisode. C'est pour ça qu'un premier épisode dépressif, ça se traite bien, ça se soigne bien. Et aujourd'hui, les éléments de référence, c'est un travail de psychothérapie associé à un antidépresseur et en travaillant sur les facteurs à risque, notamment addictifs conjointement, et ce, à peu près pendant 1 an. Donc, un premier épisode dépressif, ça ne se prend pas à la légère, parce que très clairement, ça entraîne une lésion cérébrale qui est réversible. Et ça entraîne une sensibilité à un premier épisode, un deuxième épisode et un épisode suivant. Donc, c'est vraiment une pathologie importante à prendre en charge très précocement dès qu'elle apparaît et du mieux possible. Le tabagisme ne provoque pas de dépression, contrairement au cannabis quotidien. L'usage de cannabis quotidien est un facteur à risque de rentrer en dépression, ce qui n'est pas le cas du tabac. Par contre, l'existence d'un tableau dépressif ou l'existence d'antécédents dépressifs vont faire que les risques de symptômes de sevrage, d'intensité de symptômes de sevrage et de difficulté à arrêter de fumer ou à réduire vont être plus importantes et plus conséquentes. Et un sevrage tabagique sur quelqu'un qui a une histoire dépressive est à risque de rechute dépressive. Donc, entamer une démarche de réduction de consommation de tabac ou de souhait de démarche d'abstinence où cette réduction est qu'une étape est un facteur à risque de rechute dépressive chez quelqu'un qui a eu des histoires ou un tableau dépressif. Donc, ça se fait avec beaucoup de précautions. Beaucoup de précautions en termes de l'accompagnement, de la surveillance des tableaux dépressifs, de la surveillance de sa réapparition, de son aggravation, et voire même de sa prévention. On peut très bien imaginer que quelqu'un qui décide de réduire sa consommation de tabac, qui a eu des antécédents dépressifs, on puisse mettre en place un traitement antidépresseur préventif à posologie légère pour anticiper et prévenir quelque chose. Donc, sur les rapports entre la dépression et le tabac, vous avez à peu près ça. Et effectivement, la prévalence de l'usage de tabac est plus importante chez les gens qui souffrent de dépression. Sur les autres pathologies, les troubles anxieux et la dépression représentent sans doute les troubles les plus fréquents. Sur les pathologies graves comme la schizophrénie, j'ai certains de mes collègues qui disaient que 100%, avec le tabagisme, 100% des patients schizophrènes étaient addicts, considérant que c'était très rare d'avoir un patient souffrant de schizophrénie n'ayant aucune conduite addictive, que ce soit au moins le tabagisme, le cannabisme, l'usage d'alcool ou l'usage d'autres substances. C'est d'autant plus vrai que la schizophrénie est une pathologie qui a comme base neurobiologique une carence de dopamine au niveau cérébral et que de fait, l'addiction va venir compenser cette carence en dopamine. C'est assez simpliste, c'est assez schématique, mais voilà. Et c'est vrai aussi pour les troubles bipolaires de l'humeur qui finalement sont des oscillations de troubles de l'humeur et notamment d'épisodes dépressifs au long cours qui de fait font que les gens sont face à la souffrance depuis très longtemps avec des médicaments de manière chronique et où effectivement le tabagisme peut avoir son impact d'autant plus fort. Mais on le retrouve en sens inverse parce qu'effectivement, les patients souffrant de maladies chroniques comme de troubles bipolaires de l'humeur et comme de schizophrénie ont une espérance de vie
indépendante du passage à l'acte suicidaire, fortement diminuée. Voilà. Et on a beaucoup de sédentarité, beaucoup de prise de poids, beaucoup de consommation addictive, beaucoup d'éléments diabétiques, de syndrome métabolique, de troubles cardiovasculaires. Donc, voilà. Donc là, vous avez déjà une première idée de qu'est-ce qui lie ces deux problématiques, en quoi la question du tabac est importante d'être évoquée sur cette population, quelles peuvent être les fausses idées, notamment d'un point de vue anxieux, la question de l'interaction médicamenteuse, de l'induction médicamenteuse et du rapport de comment je peux baisser le traitement du patient que j'accompagne, et bien peut-être aussi en travaillant sur sa consommation de tabac et de cannabis, que l'anxiété sociale est sans doute le seul ou un des troubles anxieux les plus importants dans la prise de tabac secondaire ou en réponse à celui-ci, que le tabac n'est pas à l'origine de dépression, mais que ta dépression et tabac font que il y a des fortes chances de rechute dépressive chez quelqu'un qui a une histoire dépressive à l'arrêt du tabac, et que le sevrage ou la réduction ou le chemin de l'abstinence sera plus compliqué. Vous avez déjà un certain nombre d'informations assez importantes. Est-ce que ça va pour cette partie? Oui. Magnifique. Ce que je voulais vous dire, je ne sais pas si vous le voyez, mais on va vous le transmettre. C'est un document fait par le RESPAD sur tabac et santé mentale. On va vous le transmettre en lien, ou éventuellement ceux qui se sont inscrits, qui sont présents, on va vous transférer le lien. Ça vous permettra d'avoir le document. Très honnêtement, il est très bien foutu. C'est pour ça que je ne vous fais pas quelque chose de descendant avec un PowerPoint, voilà, et que je préfère y aller en fonction de vos attentes, de vos besoins et de nos échanges. C'est vraiment un document qui est très bien fait et qui vous apporte tous les éléments bibliographiques et cliniques qu'on est en train de discuter. Le lien est dans le chat, je crois. Voilà. On va rentrer dans un espace après un état des lieux, une épidémiologie, les liens qui unissent particulièrement tabac et santé mentale, la clinique en termes anxieux, dépressifs, suicidaires, le pourquoi du lien fort entre les deux, peut-être de la prise en soin de cette problématique. Parce que globalement, si vous allez demander à quelqu'un « est-ce que vous fumez ?» c'est combien vous fumez, depuis quand vous fumez, combien vous fumez. Il faut savoir aussi que la dépendance à la nicotine est une dépendance très forte et supérieure aux autres dépendances, notamment héroïne et cocaïne, que c'est très individuel. Mais qu'arrêter de fumer, c'est loin d'être simple. Et qu'il y en a qui vont faire ça de manière magique à un moment donné de leur vie, pour une raison ou d'autre, et d'autres qui vont y arriver plus difficilement. Donc, il y a bien sûr une question de motivation, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Et cette dépendance à la nicotine, elle doit être absolument évaluée. Parce que être dépendant à la nicotine et réduire sa consommation de nicotine ou l'arrêter, ce n'est pas simple. Et aujourd'hui, les choses ont changé. Moi, j'ai connu une époque où les substituts nicotiniques n'étaient pas remboursés. J'ai connu une époque où les gens avaient un forfait de 50 €. Et maintenant, je crois que les substituts nicotiniques peuvent être prescrits, peuvent être utilisés par n'importe qui de manière remboursée par la sécurité sociale. Donc, je pense qu'il ne faut surtout pas hésiter. Ce qui va être important aussi dans l'analyse de votre consommation de tabac, c'est de jamais l'évaluer seul. C'est-à-dire que vous devez avoir un train. Et le train, il est assez simple. Tabac, alcool, cannabis, médicaments et autres. C'est-à-dire, est-ce que vous fumez? Et faites-le très simple. Il y a le Grand Test Addiction, vous verrez peut-être, ou peut-être que vous aurez la chance d'y assister, organise aujourd'hui des formations ou des sensibilisations, ce qu'on appelle le repérage précoce et l'intervention brève, le RPIB. Ça veut dire que c'est permettre, avec un entretien d'une quinzaine de minutes, à n'importe quel acteur de la santé, du social, qui est en lien avec des usagers, des résidents, des patients, consommateurs, de pouvoir avoir une évaluation rapide, coordonnée, commune
et pouvoir apporter quelques conseils très simples, mais qui vont sans doute permettre à 15 ou 20% d'arriver à rentrer dans une démarche soit de réduction, soit d'arrêt. Donc, il ne faut pas négliger ça. Vous ne pouvez pas partir du principe que les gens savent et que les patients que vous accompagnez savent. Ils ne savent pas forcément. Donc, re-questionner, remettre avec l'aide de ce repérage précoce et de cette intervention brève, très simplement, c'est quoi votre consommation de tabac, c'est quoi votre consommation d'alcool, c'est quoi votre consommation de cannabis, c'est quoi votre automédication, notamment aux benzodiazépines, aux hypnotiques, simplement pour savoir, parce que ça vous permet de savoir quelle est la ligne de flottaison des gens et si ces choses bougent, évoluent ou pas. Et simplement leur demander de juste réduire ce qu'ils sont capables de réduire facilement sans que ça impacte leur quotidien est déjà un très bon exercice. Vous prenez quelqu'un qui fume 20 cigarettes par jour, qui les fume en entier, qui les fume, on va dire, sur une journée de 24 heures, et là, il va dormir 8 heures, il en reste 14, ça veut dire qu'il va à peu près en fumer, on va dire, une toutes les demi-heures. Votre cerveau va être habitué à choper toutes les demi-heures un shoot de nicotine. Et votre cerveau, du plaisir et de la récompense, il est comme votre estomac. Moins on lui donne à bouffer, plus on lui donne à la même heure, moins il a faim. Donc l'objectif, c'est de travailler sur la fréquence des consommations et sur leur quantité. Et il y a quelque chose qui est assez bête et qui fonctionne assez souvent, c'est curieux, mais beaucoup de gens finissent leur cigarette pour la finir, alors que les 4-5 premières taffes suffisent. Ben, vous expliquez à ces patients, à ces résidents ou à ces usagers ou aux gens que vous accompagnez, mais si effectivement vous finissez vos clopes pour les finir, qu'est-ce qui ferait que vous ne prendriez pas votre clope les 5-6 premières taffes, que vous éteignez, et que sur la demi-heure d'après, vous repreniez la même, voire même que vous passiez d'une demi-heure à 1 heure. Eh bien, vous allez passer de 20 clopes ou 24 clopes par jour à 10, et les doigts dans le nez. Et les gens vont se rendre compte, mais c'est quand même incroyable. Juste en travaillant ça, j'ai réussi à économiser les fameux 5 € par jour dont tout le monde parle et qui permettent aujourd'hui potentiellement qui est le seuil, les 5 ou 7 € de comment s'alimenter à peu près convenablement par jour. Quand vous savez, je digresse un petit peu, mais quand vous savez que la plupart des gens qu'on a évoqués, notamment les patients schizophrènes ou les patients souffrant de troubles bipolaires, ont quelquefois une allocation en adulte handicapé qui doit les plafonner autour des 1 000 € au bas mot, quand vous mettez 8 € par jour de clope, ça vous fait quand même 200 ou 300 balles par mois, c'est-à-dire pratiquement 20 ou 30%, et quasiment aujourd'hui l'équivalent de quoi vous nourrir convenablement. Donc vous voyez qu'on a des éléments aujourd'hui, bien sûr santé, bien sûr cognitif, bien sûr suicidaire, bien sûr anxieux, bien sûr médicamenteux, mais aussi économique. Et malgré tout ce qu'on peut discuter de cette situation actuelle, elle doit permettre et elle peut permettre de commencer à toucher à certaines choses dans la hiérarchisation des choix d'une hygiène de vie et des individus. Donc, travailler sur la fréquence, comment par exemple, voilà, je me répète, je diminue, je ne consomme pas une cigarette en entier, je l'éteins et je la rallume pour celle d'après. J'ai une question apparemment qui arrive. Excusez-moi. Deuxième représentation, mais je m'en doutais, il n'y a aucun danger à rallumer une clope. Voilà. C'est plus dangereux. En tout cas, c'est au moins plus dangereux. Il y a un danger de rallumer une clope, c'est con de dire ça, parce que c'est dangereux de fumer. Mais il y a clairement plus de danger à la continuer en entier et à fumer 2 fois plus. Donc, n'ayez pas. Vous voyez qu'il y a des éléments de représentation que déjà les patients peuvent avoir. Mais si je la rallume, j'ai entendu que. Voilà, c'est des choses donc, sur lesquelles vous pouvez vraiment passer outre. C'est des choses qui avancent. C'est pareil pour la vapote. Mais je pense que dans les représentations, vous entendez souvent ça. Je ne peux pas mélanger cigarette et vapote. Faux. Je ne peux pas mélanger les substituts nicotiniques avec la cigarette. Faux.
je ne peux pas mélanger les substituts nicotiniques entre eux. Faux. Tout est possible. Le seul danger avec les substances nicotiniques, c'est un surdosage de nicotine qui vous met un peu de migraine, des insomnies et une bouche pâteuse avec une odeur de nicotine. On ne risque pas grand-chose. Donc, globalement, tout ce qui permet la réduction de consommation sur un chemin d'abstinence ou d'arrêt doit être mis en place. Déjà entre là, alors oui, la vapote peut avoir quelques dangers si elle est surchauffée pour certains produits, voilà, mais le tabac, c'est 4000 produits nocifs. Et c'est surtout une combustion. Voilà. Donc, retenez dans la prise en soin, j'évalue toujours le tabac, je l'évalue jamais seul, toujours avec alcool, cannabis, médicaments et autres, parce que ça permet de mettre les choses dans un contexte. Un certain nombre de gens ne fument que quand ils ont bu. Retenez la question du tabac et des médicaments, parce que réduire une consommation de tabac quand vous avez certains médicaments, leur concentration va augmenter, vous risquez d'avoir des effets secondaires des médicaments et les patients vont penser que c'est du sevrage de la nicotine alors que c'est un surdosage des médicaments. Pour ceux qui travaillent en psychiatrie, vous avez un antipsychotique, vous avez un neuroleptique, vous baissez le tabac, la concentration de neuroleptique augmente, on commence à avoir des impatiences, on commence à avoir une certaine nervosité. Ce n'est pas le sevrage au tabac. Il faut baisser de 20 à 30% la posologie des médicaments conjointement. Donc voilà, ça c'est des choses qui sont importantes à retenir. Donc jamais seul, en questionnant l'ensemble, en questionnant le coût financier, parce que je pense que ça peut vous amener à vraiment avoir des leviers aujourd'hui sur certaines populations, voire certaines populations risquent de venir vous voir en vous disant « il faut que j'arrête de fumer, j'ai plus suffisamment d'argent pour me nourrir ». Voilà. Et donc, vous allez être dans l'obligation de les accompagner. Chose importante à ce moment-là, évaluer la dépendance à la nicotine. Ça se fait de manière très simple. Il y a des tests, le test de Fagerström que vous trouverez sans doute dans Tabagisme et Santé mentale, que vous trouverez sur Internet, qui sont 6 à 7 questions lesquelles vous répondez par oui ou par non et qui vous permettent d'avoir un nombre de points qui vous permet de vous dire « je suis dépendant », je ne suis pas dépendant. Je vais essayer éventuellement de vous le… Vous le connaissez, ce test de Fagerström ou pas du tout? Oui, il est connu ou vous voulez que je vous le montre? On va essayer de vous le trouver pour que vous l'ayez. Parce que vous pouvez… on ne peut pas réduire une consommation de tabac sans évaluer la dépendance à la nicotine. Eh bien voilà, on va vous le présenter. Très brièvement. Mais c'est un essentiel. Je crois qu'il doit être sur le PowerPoint, il doit être tout à la fin. Ouais, il est sur le PowerPoint, Céline. Il doit être tout à la fin, je pense. Autre chose qui va être intéressante pendant qu'on réfléchit à qu'on a à vous trouver cet usage cette évaluation de la dépendance. Il y a un outil que j'utilise pour ma part très régulièrement dans ma clinique quotidienne, qui très curieusement est très peu utilisé. C'est le doseur de CO. Tu vois, j'ai vu apparaître quelque chose, il faut que je me le note, mais j'y aller. Faites-moi passer. Voilà le test de Fagerström. Il n'apparaît pas. Voilà. Donc, vous avez toutes ces questions. Le matin, combien de temps après vous êtes réveillé, fumez-vous votre première cigarette? Dans les 5 minutes, dans la demi-heure, dans l'heure, plus d'1 heure. Trouvez-vous qu'il est difficile de vous abstenir de fumer dans les endroits où c'est interdit? Oui, non. À quelle cigarette vous renonceriez le plus difficilement? La première, une autre. Combien de cigarettes vous fumez par jour en moyenne? Fumez-vous à intervalles plus rapprochés dans les premières heures de la matinée? Toutes ces questions vont vous permettre de poser, d'avoir un score qui va vous permettre de déterminer une dépendance à la nicotine. Quand il y a une dépendance à la nicotine, même moyenne, même faible, il faut une substitution nicotinique. Les substitutions nicotiniques, c'est soit par patch,
Donc, ça va être en posologie sur 14 heures ou sur 24 heures ou sur 21 heures, soit par des gommes ou des pâtes à sucer que vous allez prendre sur 2 et 4 mg, soit sous forme d'inhaleur. Tout est possible et tout est mélangeable. Il y a des gens où on peut très bien avoir un patch le matin et qui, en journée, quand ils sont en difficulté, prennent une pâte à sucer de 2 mg. Et ils peuvent, à côté de ça, avoir une vapoteuse avec un produit à vaporiser qui est riche en nicotine. Tout ça n'est pas un souci. Déjà, vous vous débarrassez de tout ce qui est brûlé, de tout ce qui est fumé. Donc ça, c'est déjà très, très, très important. Donc, jamais une évaluation de consommation de tabac seule, avec une évaluation de la dépendance à la nicotine pour savoir si c'est des substitutions ou non. Posez la question du café. Alors, qu'est-ce que vient foutre le café là-dedans? Mais je vous ai dit que la nicotine ou que le tabac était un inducteur enzymatique des médicaments. Mais c'est aussi un inducteur enzymatique de la caféine. Si vous buvez 4, 5 tasses, 6, 7 tasses par jour de café caféiné et que vous arrêtez de fumer, votre caféine, elle va doubler. Et donc, vous allez vous trouver nerveux, insomniaque, dire mais c'est mon manque, c'est pas possible, je vais reprendre ma consommation de tabac. Eh bien non, il faut penser à réduire sa consommation de café et plus exactement de caféine. La caféine, vous en avez dans le thé, vous en avez, on appelle ça de la théine, mais c'est de la caféine. On appelle de la thé dans le café, vous en avez dans le maté. Donc, c'est les choses qu'il faut arriver à repérer. Ceux qui aiment avoir un café, rien n'empêche de prendre le petit café le matin parce qu'effectivement, c'est un stimulant cognitif. Le café est un bon produit. Ça empêche la fibrose hépatique, ça protège un certain nombre de cirrhoses. Voilà, donc avoir 3-4 tasses dans une journée petite, ce n'est pas la fin du monde. Mais éviter le café, voilà, il faut juste l'ajuster et éventuellement le remplacer avec du décaféiné ou même avec de la chicorée ou de la ricorée, qui est un bon outil d'aide au sevrage du café et de la caféine. Donc, retenez cette question du café, notamment chez les buveurs de théine, de thé et de café. L'arrêt du tabac peut impacter sur ces problématiques-là. Voilà. Et je pense notamment à ceux qui travaillent et qui, sur la période du travail, prennent leur café à chaque réunion et se prennent 6, 7, 8 tasses de café dans une journée de travail et arrivent le samedi et qu'ils ne comprennent pas. Je suis fatigué, je suis migraineux, je ne suis pas en forme, j'ai mal à la tête. Pensez juste au manque de caféine. Vous n'avez pas du tout la même dose de caféine la semaine que vous l'avez le samedi et le dimanche. Et donc, un certain nombre de gens peuvent être… Alors, ce n'est pas ce qui explique toutes les migraines féminines le week-end. je suis désolé pour la plaisanterie un peu idiote, mais je ne sais pas grave, ça détend l'atmosphère et ça me ranime. Voilà. Mais c'est un élément important à avoir. Hein. Donc, on n'évalue pas seul, on évalue la dépendance nicotinique avec le test de Fagerström, on questionne les médicaments et la caféine et la théine, on questionne les antécédents psychiques, l'existence de troubles anxieux, l'existence de troubles anxieux suivis, les antécédents dépressifs, et on évalue ces troubles avec une échelle voilà, qui s'appelle l'HAD, l'échelle de Hamilton, Hamilton, anxiété, dépression, que vous trouverez aussi, qui est c'est une quinzaine de questions, la HAD, qui permettent à chaque intervenant de savoir s'il y a une situation anxieuse ou dépressive qui peut être anticipée ou réfléchie. Et j'en reviens aux 2 heures de CO. J'ai un peu digressé, je suis désolé. C'est assez simple. C'est une machine qui ressemble à ça. Alors, c'est magique parce que je parle de machine et puis elle apparaît. Ça, c'est le talent de Céline. C'est un truc un peu comme ça. Voilà, avec un embout. On va vous demander d'inspirer très fort. Et puis, à un moment donné, d'expirer très fort pendant très longtemps. Et ceci va faire apparaître votre taux d'oxyde de carbone dans votre air expiré. Et il y a un très bon rapport entre cette mesure de taux de CO, donc d'oxyde de carbone, dans votre air expiré, et ce qu'il y a sur vos globules rouges dans vos organes. De manière assez simple, vous avez tous entendu parler, peut-être, des fameuses intoxications au CO. C'est-à-dire, j'ai en plus une affiche, mais qui me paraît un peu grande, je ne suis pas sûr que vous la voyez. Il y en a une plus petite. Voilà.
je ne suis pas sûr que vous la voyez non plus, mais ce n'est pas grave. Le dosage, le CO, quand vous avez certains chauffe-eau ou certains appareils qui fonctionnent chez vous, qui dysfonctionnent, c'est un gaz incolore, inodore, qui en fait vient dans votre organisme inspiré, vient remplacer l'oxygène au niveau des globules rouges qui les portent. Et effectivement, faire que votre cerveau, vos organes sont moins oxygénés. Et vous pouvez effectivement en mourir. Et il se trouve que certains consommateurs de tabac, lorsqu'on fait leur dosage au CO, sont confrontés à un oxyde de carbone ou un dosage de CO dans leur air expiré qui est très important. Ce test qui prend 5 minutes à tout péter permet aux gens d'avoir, comme ils l'ont assez rarement, un premier impact de leur consommation de tabac sur leurs organes et sur leur corps. Et c'est très souvent déclencheur d'un certain nombre de choses. Et cet outil est encore plus pratique avec la population psychique, puisqu'elle est confrontée à quelque chose qui va la faire réagir. On le sait souvent, être atteint de troubles psychiques, être atteint de dépression ou d'anxiété, et soudainement d'avoir une pathologie de santé somatique peut permettre de faire réagir, de se bousculer, d'avoir un nouveau combat et faire que des choses se passent un petit peu mieux. Et bien, là, pareil, vous créez une sorte de facteur déclenchant avec une réalité qui vous dit, ben voilà, dans votre corps, vous avez 15 ou 20 ou 30 ppm de CO, et c'est presque l'équivalent de ce que l'on peut retrouver dans une intoxication au CO. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette mesure, elle est très, très sensible. Vous demandez au patient de réduire sa consommation de tabac, 15 jours après, son CO a fortement diminué et a diminué de moitié. Donc, c'est un très bon outil de motivationnel. Alors, ça ne préserve pas de tout, mais avoir un petit appareil de dosage de CO, surtout en milieu psychiatrique, ça ne vaut pas très cher, ça vaut 300, 350 balles, je pense, on n'est pas très loin de ça. C'est un très bon outil. Donc, je le répète, le RPIB, repérage, repérage, prévention interprécoce, repérage, prévention précoce et intervention brève. Donc, pas jamais le tabac tout seul. On évalue la dépendance au tabac avec le test de la dépendance à la nicotine avec le test de Fagerström. On évalue les tableaux anxieux et dépressifs avec l'échelle de Hamilton, la HAD. Derrière, on a éventuellement un test OCO qui permet d'avoir une évaluation de l'impact de son usage de tabac sur sa santé. Et derrière, on avance avec les premiers conseils. Et les premiers conseils, c'est s'il y a une dépendance, comment je vous accompagne avec des substituts nicotiniques. C'est déjà faire que les patients travaillent leur représentation. C'est travailler sur la réduction de la fréquence. Là où je suis toutes les demi-heures, je suis toutes les heures. C'est travailler sur la réduction de théine et de caféine. C'est travailler sur la réduction des médicaments conjoints. C'est travailler sur la limitation de la quantité. Je ne fume pas mes cigarettes jusqu'au bout. Et vous voyez que la question d'arrêter de fumer, elle est quand même vachement plus compliquée qu'on pourrait le croire. Il ne s'agit pas juste de dire dans son coin, eh ben, j'arrête de fumer, j'essaye tout seul. Et ça, on le sait aussi. Arrêter de fumer, réduire sa consommation de manière accompagnée par un professionnel qui sait déjà juste ce qu'on vient de discuter ensemble et qui peut déjà juste conseiller sur ce qu'on vient de le discuter, ça marche quand même beaucoup mieux et vous optimisez vos chances de réussite et de choses positives. Vous y adjoignez une application d'aide au sevrage ou d'aide à la réduction, par exemple de celle de mois sans tabac, où effectivement vous allez pouvoir calculer en fonction du nombre de cigarettes que vous fumez, les économies quotidiennes et le bénéfice santé quotidien sur votre smartphone. Et vous mettez une dynamique. Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait que la réduction de tabac est compliquée? Hormis tout ce que je viens de vous expliquer, j'y arrive pas. Oui, mais quel médicament a augmenté en concentration? Qu'est-ce que ça a donné avec ta théine et ta caféine? Est-ce que tu étais dépendant? Est-ce que tu as pris ta nicotine et tes nicotiniques? On a déjà beaucoup d'éléments. Mais c'est un stimulant cognitif. Donc, effectivement, on est un peu plus en dedans. Si on est à un tableau anxieux et dépressif, on peut avoir des moments un petit peu compliqués, mais ça peut se compenser d'un point de vue médicamenteux.
Et puis, le tabac augmente votre métabolisme de base de 15%. Donc, quand vous arrêtez de fumer, vous avez un taux de métabolisme de base qui est 15% moins important. Ça veut dire que vous avez la chance chaque jour de prendre 15% de kilos en plus, ce qui n'est pas terrible. Donc, accompagner une réduction de consommation ou une baisse de consommation, une arrêt de consommation d'un réajustement ou d'une évaluation de la modalité dont on s'alimente et éventuellement d'une augmentation de ce taux métabolisme de base par l'application d'une activité sportive supplémentaire, mais sans que forcément elle soit très importante, c'est une chose quand même qui est importante et essentielle parce que quelqu'un qui prend 500 grammes par mois, 1 kilo par mois, sur les 1 an qui suivent un arrêt de tabac, c'est compliqué. Et ce n'est pas forcément bon pour la santé non plus. Donc, vous avez quand même là déjà un certain nombre d'éléments qui peut nous permettre de discuter. Parce que moi, j'ai le sentiment aujourd'hui, là, de vous avoir dit à peu près tout ce que j'estime qu'on doit savoir à minima. Peut-être vous rajouter que, hormis les substituts nicotiniques, quels qu'ils soient, il y a certains médicaments qui viennent se mettre sur le récepteur à la nicotine, qu'on peut utiliser effectivement en santé mentale ou en psychiatrie, qu'on appelle la varénicline, connue chez nous comme le Champix, je crois. Voilà, c'était un médicament de seconde intention à discuter sur les récepteurs nicotiniques, puisqu'en fait, il vient bloquer les récepteurs nicotiniques, donc les substituts pourraient ne plus agir ou ne pas agir du tout. C'est des éléments de discussion, c'est très variable, et c'est très discutable, et c'est très fonction des gens qu'on accompagne. Voilà. La parole est à vous, mesdames et messieurs. Est-ce que vous avez des commentaires sur ce qui a été dit, ou est-ce que vous avez des questions, ou est-ce que ça vous a convenu ou pas convenu? Dites-moi. Ça peut être par chat, si vous voulez. Pour moi, c'est bon, tout a été clair. C'est gentil. C'est gentil. Alors moi, j'aimerais bien intervenir parce que c'est notre 3e visio sur le tabac en 1 mois et demi, là. Et je trouve que les discours sur la vapote sont extrêmement changeants en fonction des intervenants. Et donc, j'ai eu la 13e journée Tabactu sur Nancy, où alors, la vapote est à proscrire totalement. L'intervention de Tabac et Précarité il y a à peu près 3 semaines, c'était la vapote, c'est possible dans le cadre d'un sevrage, mais il ne faut surtout pas associer le tabac parce que les deux ensemble sont très mauvais. Et vous, aujourd'hui, vous me dites, en gros, tout est bon pour envisager la baisse. Et là, du coup, moi, je suis un peu perdue sur les messages à transmettre. Alors, je vous rejoins. Bienvenue dans le monde de l'addicto. Et je pense que ce n'est pas une surprise pour vous. Bienvenue aussi dans les différentes sociétés savantes, puisque vous avez les sociétés savantes tabagiques et addicto, avec des discours qui ne sont pas forcément les mêmes. Quand comme dirait Orelsan, ce qui est important, c'est la quête. Et à un moment donné, c'est d'où on va, d'où on vient, qu'est-ce qu'on peut changer et où est-ce qu'on va arriver. Bien évidemment, tout ce que je vous propose n'est pas quelque chose qui doit durer. Mais chez quelqu'un qui est à 1 paquet de cigarettes par jour, lui démontrer qu'il peut passer à 10 cigarettes par jour, avec quelque chose qui le soutient, qui l'accompagne, sans qu'il décompense, sans qu'il prenne de poids et en gagnant de l'argent, vous avez une démarche qui est très positive et très constructive. Alors, et ça va permettre un élément motivationnel et de confiance en soi qui va dire, mais alors c'est quoi la démarche d'après? Donc, tout va être effectivement, c'est un escalier. Alors, il ne s'agit pas, et c'est encore plus vrai dans le domaine de la santé mentale, et de dire, voilà, on en est là, on est 1 mois après, d'où est-ce qu'on vient, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, comment on progresse. Le grand danger, et là je rejoins sans doute de manière assez collégiale l'ensemble de mes collègues, c'est comment on estime qu'on passe d'une étape à une autre et que l'étape d'après, elle est définitive. Oui, le message principal, c'est d'être abstinent du tabac.
Oui, c'est que plus rien ne soit fumé. Oui, la dépendance à la nicotine en elle-même est un élément de dangerosité. C'est pour ça aussi qu'on travaille chez les jeunes, quand on leur dit maintenant on commence par la vapote. La dépendance à la nicotine, on l'a vu, elle est un facteur risque suicidaire, elle est un facteur de risque de vulnérabilité psychique. La dépendance à la nicotine en elle-même. Donc, être dépendante de la nicotine ou d'être dépendant, ce n'est pas simple, que ce soit par la vapote ou par autre chose. Oui, la vapote toute seule durant longtemps, ça a des éléments de conséquence. Mais si tout est dans un chemin, une quête, une amélioration, et à un moment donné, quelqu'un qui prend confiance et qui se rend compte, surtout, comme je vous l'ai dit, que vous refaites passer les choses par un cerveau, et que c'est le cerveau qui décide et qui comprend, et qui retrouve la mainmise sur le cerveau des émotions et de la récompense, c'est quand même vachement important. Donc, tout le jeu est dans quelque chose, mais je pense qu'on a un avis qui est conjoint. Le tout, c'est de l'imaginer comme un escalier et de dire qu'on a un certain nombre d'outils, que la réduction des risques et des dommages, elle est complètement acceptable, voire souhaitable. Pour la question motivationnelle et pour la question de capacité à changer, mais qu'effectivement, ce n'est qu'un escalier et que le chemin, et c'est fondamentalement vrai pour le tabac et le cannabis quand il est fumé, c'est l'abstinence. Parce qu'on n'en a pas forcément discuté, mais il faut savoir qu'un joint, c'est l'équivalent de 5 à 10 cigarettes fumées en risque de mortalité, de morbidité, de conséquences. Donc, vous avez quelqu'un qui fume un paquet de cigarettes par jour et 2 à 3 joints par jour, il est à 2 paquets. Voilà. Et que classiquement, que vous ayez aussi cette notion, un joint moyen, c'est 0,3 grammes. Moyen. Donc, questionnez non pas forcément le nombre de joints, mais ce que les gens achètent et combien de temps ça leur dure. Ce qui vous donnera une idée à peu près de ce qu'ils mettent dedans ou pas. Pourquoi ? Parce que, pareil, travailler, je vais profiter de votre question pour aborder quelque chose que je n'ai pas abordé, mais quelqu'un qui fume du tabac, qui fume des joints, et moi qui travaille un petit peu en Suisse, qui fume du CBD, il va fumer 3 produits. Et moi, dans ma démarche de réduction des risques, on va en choisir qu'un seul. Donc, vous vous débarrassez du tabac, vous débarrassez du cannabis, et on va se fixer avec des cigarettes fumées de CBD. Parce que le CBD est anxiolytique, le CBD est sédatif, voilà, etc. Et effectivement, et que c'est utile. Donc, l'idée, c'est de travailler là-dessus de manière très, très pragmatique. C'est comment je rends des choses plus simples, comment je limite le nombre de produits, comment c'est moins fréquent et comment c'est moins conséquent. Voire de dire aux patients, pareil, ton joint, tu le fumes en entier parce que tu veux le fumer en entier, prends les 3-4 premières taffes, le finis pas, coupe-le, 1 sur 2, et voir dedans, mets la moitié de ton cannabis. Voire mélange ton cannabis avec ton CBD. Et vous vous retrouvez avec des gens qui vont fumer moins. Vous pouvez très facilement, et ça c'est encore plus vrai en que ça part, très facilement arriver à amener un patient à fumer 50% de cigarettes en moins ou de joints avec 50% de cannabis en moins juste par cette méthode. Ah bah, moi, j'en suis convaincue, mais voilà, ces dernières, ça m'avait un peu chamboulé dans ma pratique de ne plus pouvoir travailler en fait avec les outils que je connaissais et surtout avec la réduction des risques, qui pour moi est le premier pas, mais dans toutes les addictions. Donc, Et là, je rajouterais, parce qu'on entend souvent réduction des risques uniquement, mais la réduction des risques permet aussi de refaire passer le système du plaisir par le cerveau. Et que ce soit non pas la clope qui dit fume-moi ou le joint qui dit prends-moi, mais que c'est un cerveau qui dise maintenant je décide de fumer parce que j'en ai envie et je mets ce que je veux dedans. C'est plus pareil du tout. Donc la réduction des risques, elle permet de effectivement réduire les risques, de faire des économies de santé, mais également dans un réseau cérébral, de refaire passer par une autorité qui décide. Ce qui est quand même juste pour un individu, un être humain, absolument essentiel. Voilà pour mon avis. Merci beaucoup. Je suis ravi qu'on le partage. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Il n'y avait pas de questions. Il y a des gens qui marquent que c'était très intéressant, simple et clair. Et 2 personnes qui disent, enfin 3, très compris. Merci. Eh bien, écoutez, c'est magnifique. Ça veut dire qu'on peut s'arrêter là? Il y a quelque chose que vous aimeriez qu'on évoque de manière un peu plus précise? Parce qu'officiellement, il nous reste une demi-heure, je pense. Donc, est-ce qu'il y a des choses plus particulières que vous aimeriez voir traitées en complément?
là-dessus? Est-ce qu'il y a un sujet qui est un petit peu lié à ça, que vous aimeriez qu'on évoque? Ou si tout va bien pour vous, moi, ça va très bien pour moi. Quand on est satisfait, il faut s'arrêter. C'est le principe des addictions. Quand on a la dose nécessaire, ce n'est pas la peine d'en mettre plus. Est-ce que vous avez votre dose nécessaire? Il y a des personnes qui mettent des petits sourires. Peut-être Rebecca, elle a un message. On peut demander Rebecca si elle veut inviter l'ambassadeur. Rebecca, notre chère ambassadrice de Moi Sans Tabac, est-ce que vous aviez des éléments complémentaires? Est-ce que vous voulez adjoindre quelque chose que j'aurais oublié? Ou est-ce que ça vous paraît effectivement être relativement complémentaire de ce qui a déjà été fait? Oui, tout à fait, c'est complémentaire des autres webinaires, je dirais. Donc, moi, à mon niveau, j'ai pas d'éléments à rajouter. Simplement, j'aimerais informer à tous les participants que, au terme du webinaire, on vous fera parvenir un lien pour une enquête de satisfaction et je vous remercie de bien prendre le temps d'y répondre. Dont je veux bien avoir connaissance. Du coup, je vais coller le lien ici. Voilà. Je crois que ça sera plus simple, je vais coller le lien ici et comme ça, vous pourrez y répondre directement. Mais je ne veux pas voir les réponses, après ça me stresse et après je fume. Non, mais une fois que le questionnaire sera traité, on vous fera parvenir les résultats. Très bien. Est-ce que pour les deux personnes qui travaillent en centre de post-cure psychiatrique, il y avait des choses spécifiques que vous vouliez évoquer ou comment vous travaillez et vous abordez cette question? Même si vous n'avez pas de micro, éventuellement par le chat. Parce que je crois que vous êtes les deux seules personnes qui travaillent en milieu santé mentale. Très clair. On accompagne par des entretiens motivationnels. Très bien. Des actions de santé publique. La sensibilisation. Et elle travaille avec un médecin. Ce qui est, c'est parfait, c'est très bien. Une chose qui peut paraître intéressante aussi, c'est que dans ce que vous proposez, essayez peut-être d'établir ce qu'on appelle une consultation d'évaluation et non pas une consultation de sevrage. Beaucoup de gens ont le sentiment, quand on les adresse à une consultation, à une orientation, ça va être une consultation de sevrage et automatiquement, ils vont être obligés de questionner. Voilà. Eh ben, ce qu'on a fait là ensemble, ça peut très bien être une consultation. Il y a des gens qui peuvent avoir une consultation d'évaluation de leur consommation. Voilà, je consomme du tabac, je ne sais pas ce qui se passe, j'aimerais avoir quelqu'un qui est capable de me dire, voilà, vous êtes dépendant à la nicotine, vous avez un CO à 25, vous avez une histoire dépressive, si vous souhaitez réduire, si vous souhaitez vous arrêter, voilà ce qui pourrait vous être proposé. Et ça s'arrête à ça. C'est des choses qui sont, notamment en santé mentale, qui permettent à des gens de se dire, je vais évaluer, sans forcément être dans le sentiment que, mais moi, ça ne m'intéresse pas de réduire, ça ne m'intéresse pas de… Mais évalue déjà, c'est, apprends, comprends, et ça permet de pouvoir enclencher les éléments motivationnels. Bon, écoutez, en tout cas, oui. C'est ce qu'on fait, évaluation avec test de faveur. Parfait. Vous faites le CO ou pas? Vous ne faites pas le dosage de CO? Il n'y a pas longtemps. Évaluation des habitudes de ce qui est recherché par produit. Ouais. Oui, c'est ce qu'on fait, évaluation intérieure. Non, pas de mesure de CO. Ça peut être un bon élément évolutif et de suivi, notamment dans votre démarche de consultation et d'évaluation. On peut même imaginer que ce soit dans les constantes, dans les fameuses constantes qu'on prend régulièrement aux patients, de fréquence cardiaque, tension artérielle, un dosage de CO, comme une glycémie, finalement, on dose bien la glycémie, donc on peut bien baisser le sang. Ça peut être un argument, c'est assez utile, ça peut être assez pertinent
et finalement, c'est un bon outil de levier de modification de conduite pour les usagers. Du coup, on va y investir ou orienter nos patients avec le service de pneumo qui a le matériel. Bon, vous verrez, même moi, j'y arrive. Hein, alors, c'est pour vous dire, hein, j'ai mis du temps, mais même moi, j'y arrive. Donc, à doser un CO, donc je pense que vous verrez un petit appareil pour vous. C'est très ludique et puis c'est assez utile dans votre échange. Mais vous faites comme bon vous semble, mais c'est une bonne idée. Bon, bah écoutez, on va clore les débats alors. Et on vous transmet, mais je pense que c'était fait le lien sur le document RESPAD. Ouais, parfait. Merci en tout cas de votre gentillesse et de votre attention. Merci à vous. Merci. Ah, je pense que ça marche. Alors, Céline, Je crois que ça marche pas. Je me remets. Je vais aller de l'autre côté. Le PowerPoint qui était envisagé, je l'avais pris en réserve. C'est un vieux PowerPoint de cours de 5e année de médecine, voilà, qui a vite, où il y a quelques éléments. C'est très mélangé, c'est très désordonné. Honnêtement, j'ai aucune honte à vous le transmettre parce que vous y trouverez les éléments que vous voulez. Mais honnêtement, c'est pas très descendant et c'est pas très universitaire. Donc moi, si vous le voulez, pourquoi pas. Il y a un certain nombre d'outils, un certain nombre de choses, il y a un certain nombre de références. Mais pour avoir lu le document du RESPAD, vous avez tout dedans très bien. Il n'y a pas de souci. Mais si vous le souhaitez, moi je vous le transmets bien volontiers. Mais ne vous attendez pas. Voilà, c'est un document martyr, c'est un PowerPoint martyr. Voilà, ça me servait en backstage au cas où. Voilà, parce qu'avec le temps, il vaut mieux avoir des filets, mais je m'en suis encore pas trop mal sorti. Venez, Céline, je vous laisse la place. Donc pour clore, merci à tous d'être venus, d'être restés. Et on remercie également le docteur Lang pour son intervention. Et comme on le disait au départ, cette vidéo est donc enregistrée. Vous pourrez avoir accès au replay sur le site de Moi Sans Tabac Grand Est. Merci à tous et bonne fin de journée. Au revoir. merci, au revoir, bonne journée.